Bonsoir à tous, bienvenue dans ce quatrième Renault Chat que nous avons donc situé dans un environnement différent des trois premiers puisque nous sommes accueillis, et je tiens à les remercier, par Procivis, qui est donc le numéro 2 de l'habitat social en France et qui est notre partenaire dans les initiatives autour de la Banque de la Rénovation. Nous allons recevoir aujourd'hui Alice Morcret. Alice est la dirigeante d'une structure tout à fait étonnante et extrêmement performante qui est le SPE Hauts-de-France pour Service public de l'efficacité énergétique de Hauts-de-France. Ça a été la première société de tiers-financement créée en France. C'est une figure de la rénovation européenne que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. C'est un membre d'EU Peers en tant qu'opérateur ensemblier de la rénovation. Place à Alice. Eh bien, bienvenue Alice. Très heureux de t'avoir comme victime désignée pour ce quatrième Renault Chat. Est-ce que, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis Alice Morcret, je suis directrice de la régie du SPE Hauts-de-France, donc directrice d'une société de tiers-financement qui exerce depuis maintenant une bonne dizaine d'années sur le territoire des Hauts-de-France pour faire de l'accompagnement financier et technique de projets de rénovation. Mais avant de parler du SPE Hauts-de-France, est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours? Je crois que tu traînes dans le milieu de la construction depuis un certain nombre d'années déjà. Et oui, parce que alors je suis chimiste de formation, mais je n'ai jamais exercé le métier de chimiste puisque dès la sortie de mes études, j'ai été embauchée par Isover, donc une marque de laine de verre, fabrication de laine de verre. Et donc Groupe Saint-Gobain, c'est ça? Groupe Saint-Gobain, tout à fait. Et donc j'ai exercé plusieurs métiers de recherche-développement, recherche-développement produit, formation, voilà, différents cursus assez larges dans le domaine de l'isolation, avant de me tourner sur la rénovation énergétique, donc de manière encore plus large. Mais qu'est-ce qui t'a amené à cette bascule de passer d'un métier de commerçant, vendeur de laine de verre, à un métier d'organisateur d'un marché? Alors, je travaillais chez un commerçant, mais moi, j'ai jamais été du côté commercial. C'est toujours été plutôt du côté technique, développement et production, plutôt dans l'efficacité et la performance des matériaux. Et on avait quand même la volonté, en tout cas Saint-Gobain, le groupe Saint-Gobain avait la volonté de regarder le marché du bâtiment de manière plus large et m'a permis de faire un master, un business master en immobilier bâtiment énergie, qui a élargi mon champ de vision à la rénovation, la gestion de projet, les enjeux climatiques, les enjeux de rénovation énergétique du bâtiment. Et c'est après ce master que j'ai souhaité faire un peu autre chose que de la recherche-développement dans la laine de verre. Et au même moment, à peu près, un an et demi à peu près après, j'ai eu connaissance de la création de cet outil de tiers-financement en Hauts-de-France pour lequel j'ai postulé. Et pour lequel, en Picardie d'ailleurs. En Picardie d'ailleurs, puisqu'à l'époque c'était encore la Picardie, effectivement, et qu'on avait une région qui avait été très volontaire pour créer cet outil. Oui, très volontariste, très, très tôt en fait après la loi. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler déjà qu'est-ce que c'est qu'une société de tiers financement? Parce que c'est quand même assez ésotérique comme terme. En fait, ça ne veut pas dire ce que ça fait, finalement, puisque une société de tiers-financement, dans les textes législatifs, c'est une société qui accompagne avec un accompagnement complet, donc techniquement et financièrement, des projets de rénovation globale. La condition, c'est au moins 25% d'économie d'énergie pour pouvoir être accompagné par une société de tiers-financement. Et que le financement soit vraiment adossé à un accompagnement technique de l'ensemble du projet. C'est l'alliance du faire et du financer, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est l'alliance du faire et des financés, puisque l'idée, c'est que le faire et la maîtrise du faire réduisent les risques du financement. Ah, c'est un point extrêmement intéressant, ça. Et pourquoi est-ce que les banques elles-mêmes ne se positionnent pas là-dessus?
Parce que les banques ne savent pas faire l'accompagnement technique, puisqu'elles n'ont vraiment, elles, pas du tout de structure pour pouvoir accompagner les projets techniquement. Puisque quand on dit accompagnement technique, ça veut dire de l'audit, ça veut dire des visites sur le chantier, ça veut dire du contrôle des artisans, ça veut dire vraiment de l'accompagnement sur l'ensemble du process dans son entièreté. Donc en fait, c'est faire, financer et accompagner. Donc c'est technique, accompagnement, financement, le TAF. Oui. Tu fais le TAF. Ben voilà, en fait. le TAF, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et donc, est-ce que tu peux me raconter un peu, donc je suis un particulier, qu'est-ce qui se passe pour moi? Déjà, comment je te connais? Alors en Hauts-de-France, d'abord on fait peu de publicité parce qu'on est un outil 100% public, donc on ne fait pas de démarchage, on travaille beaucoup avec les collectivités, donc ils vont diffuser notre modèle auprès des administrés et souvent par le biais des espaces conseils France Rénov qui vont donner la première information. Ou bien les ménages sont aussi, qui font une recherche par eux-mêmes peuvent aussi assez facilement nous trouver quand même sur Internet. Aujourd'hui, toutes les structures ont des sites Internet qui permettent de recueillir de l'information et de prendre un premier contact. Donc voilà, donc c'est soit le ménage par lui-même qui nous contacte via le site Internet, soit ils nous sont orientés par les espaces conseils France Rénov parce que ceux-ci les auront identifiés comme des ménages avec un projet de rénovation globale et potentiellement des soucis pour financer ce projet. D'accord, donc ils orientent plutôt les ménages modestes, très modestes vers ta structure? Ils orientent ou ils tous orientent les tout le ménages, monde? tous les ménages qui effectivement, alors n'ont pas forcément de soucis, mais évoquent le besoin d'être accompagnés financièrement. Donc effectivement, les gens qui ont besoin d'être accompagnés financièrement, ce n'est pas forcément les ménages modestes et très modestes. Parfois, des ménages à ressources plus importantes n'ont pas forcément les fonds au bon moment ou ont besoin d'être aidés pour ce suivi. Et donc, premier contact, je suppose téléphone ou site Internet. Et qu'est-ce qui se passe dans cette première rencontre alors? Alors, avant même la première rencontre, on a un entretien assez long qui peut durer 45 minutes, 1 heure, généralement fait soit au téléphone, soit en rencontre en bureau, qui va faire le point sur les besoins du ménage, leur compréhension d'un projet de rénovation, leur expliquer les différents tenants et aboutissants, la complexité des projets, la durée, pour être sûr qu'ils souhaitent vraiment s'engager. Puisque jusqu'à présent, on faisait, nous, la première visite gratuite. Donc on va quand même visiter plutôt des ménages qu'on a déjà bien préqualifiés. Donc il y a cette préqualification pour en fait découvrir la complexité des deux parties. C'est ça, que le ménage ait bien compris comment on va les accompagner et pourquoi, sur quel type de projet, et que nous, on s'assure qu'il y a un vrai projet, que ce n'est pas juste un projet qui ne va pas rentrer dans les conditions dès le départ, en fait. Donc plusieurs lots de travaux. Et puis une maison qui est déjà plutôt ou un à rénover. Oui, une maison ou un appartement, peu importe, mais en tout cas qui ne soit pas déjà en classe énergétique B, en tout cas. Et par curiosité, quelle est la première motivation pour les ménages pour rénover aujourd'hui ? Alors, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui qui viennent pour rénover un bien qu'ils viennent d'acheter. On a énormément de ménages qui sont sur leur première année après l'achat, soit avant, soit jusqu'à la première année après l'achat. Ensuite, on a quand même beaucoup de ménages qui viennent pour réduire leurs factures énergétiques et en même temps améliorer leur confort. C'est vrai que l'accompagnement financier, j'imagine on parlera plus tard, qu'on met en place, permet vraiment de simplifier les process et d'accompagner les ménages les plus modestes. Et pour eux, c'est sûr que la simplification de tout cet aspect administratif et financier est très important. Et donc ils viennent quand même assez massivement nous voir pour ça. Oui, c'est vrai que la complexité est une vraie barrière à la prise de décision. Donc, ils sont venus te voir, tu as passé 45 minutes avec eux ou au téléphone, et là, il se passe quoi alors on prend un rendez-vous pour aller faire une visite qui donnera suite, qui fera l'objet ensuite d'un rendu d'audit. Donc, pendant cette visite, on va bien sûr faire l'état des lieux de la maison, reparler des besoins, essayer d'évaluer la performance du bâti, la performance des équipements pour pouvoir faire un audit qui soit le plus juste possible. On va analyser avec le ménage leurs factures,
leur état de confort de la maison pour pouvoir vraiment... et puis leurs ressources aussi. On va aussi discuter déjà dès cette première étape des différents modes de financement, de leur capacité à eux, de leurs charges, de leurs ressources pour pouvoir établir une étude qui n'est pas seulement un audit énergétique, mais qui est une vraie étude socio-économique, technico-socio-économique, on peut dire, qui permette lors de la restitution qui se fait donc dans une deuxième étape, de leur proposer un programme de travaux qui corresponde à leurs besoins et potentiellement à leur capacité financière en prenant en compte l'ensemble des modes de financement qui existent. Ça veut dire qu'entre donc cette première rencontre, visite sur site et découverte de la famille, et le moment où vous revenez, je crois c'est avec des scénarios en fait à ce moment-là, il s'écoule combien de temps à peu près? Alors, il peut s'écouler, ça dépend de la charge de travail des techniciens, mais en général, ça peut aller très vite, une semaine jusqu'à un mois. Il peut y avoir aussi pendant cette phase des allers-retours avec le particulier, puisqu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'audit énergétique qui effectivement prévoit plusieurs scénarios. Ça, c'est la loi. En fait, aujourd'hui, on doit remettre trois scénarios. Un scénario qui amène au BBC, donc à un niveau assez élevé en une seule étape, et puis un scénario qui emmène au BBC, mais en plusieurs étapes. Donc, on a tout ça. Et nous, à côté, on fait une étude sur le scénario qui est a priori celui qui a été décidé avec le ménage comme un peu le scénario optimal, qui peut être rediscuté du coup par téléphone. Si jamais le technicien s'aperçoit que le scénario initial n'est finalement pas suffisant, il va pouvoir le retravailler pour proposer un scénario vraiment optimal et un seul sur lequel il va déjà faire un plan de financement et un rendu complet en fait de la faisabilité de ce scénario-là. Ça veut dire qu'on parle financement d'ores et déjà? Oui. Sur la deuxième, au moment où on rend le scénario? Oui, en fait, parler de financement, ça permet de calculer le reste à charge, d'estimer la manière dont on va financer ce reste à charge et de montrer que les économies d'énergie vont pouvoir financer ce reste à charge. Et c'est une des raisons principales, en tout cas c'est un argument fort pour que les ménages acceptent de réaliser les travaux. C'est parce qu'on leur montre que finalement les économies d'énergie vont en financer une bonne partie et que soit ça va leur redonner du pouvoir d'achat, parce que compte tenu des aides et de leur reste à charge faible, les mensualités vont être inférieures aux économies d'énergie. Soit ça va quasiment s'autofinancer, soit ils auront un effort à faire, mais dans ce cas-là, c'est prévu dès le départ, ou en tout cas, ils en sont conscients. Et c'est vraiment un argument fort, cette idée de se dire que finalement, ce sont les économies d'énergie qui vont financer une bonne partie du projet. Ça veut dire que tu leur dis, ou le chargé de projet leur dit combien ça va leur coûter par mois, pendant combien de temps? C'est ça, à ce tout à fait. Oui. Tout compris. Tout à fait. Alors, bien sûr, ce sont des estimations. On essaye quand même sur les audits et les calculs qu'on fait, de les recaler aux factures réelles du ménage pour que les économies d'énergie qu'on estime soient le plus fiables possible. Mais effectivement, c'est ce qu'on leur dit. Ça vous coûtera tant par an, pendant tant d'années. Et ça vous aura fait économiser sur 20 ans. Voilà. Donc ça veut dire que grosso modo, le ménage arrive tout perdu devant la complexité de ce sujet. Il est pris en charge, accompagné une fois, deux fois. Et à la sortie de ce premier parcours initiatique, en quelque sorte, il sait, en fait, il a son scénario de travaux, il sait combien ça lui coûte par mois et il sait combien il économise par mois pendant combien de temps, en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui est ultra simple, en fait. Ce qui est très simple. Pour prendre une décision, du coup, c'est quand même parfait, quoi. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'il va s'occuper d'aller chercher les aides, les subventions? Alors, une fois qu'on lui a remis cette étude et qu'il est partant pour réaliser le travaux, donc c'est là qu'on rentre en contrat avec lui et qu'on va vraiment rentrer dans notre phase d'accompagnement la plus importante, puisque en région de France, donc il avait été décidé que la société de tiers financement ferait du crédit direct, et donc on a pris la compétence de maîtrise d'ouvrage déléguée pour vraiment bien maîtriser le projet. Donc pour le compte du ménage, dans le cadre de ce contrat avec eux, on va consulter les entreprises.
on va Tu fais toi-même la consultation des entreprises? Oui, on fait la consultation des entreprises. Ça ne démunit pas le particulier de le faire quand même, puisque ça reste son projet. Il peut aussi s'investir, bien sûr, mais voilà, on le fait en parallèle pour avoir le maximum d'offres possibles et avoir finalement une consultation qui soit la plus large possible pour trouver le prix optimal, en fait. Une fois que la consultation est faite, on remet une analyse des offres au ménage et on va décider avec lui du choix des entreprises. Ensuite, on va contractualiser avec les entreprises, les payer au fil de l'eau en fonction de l'avancée. Donc c'est toi qui les payes. On payes paye directement les entreprises, en effet. Donc toute l'avance des subventions, c'est toi qui l'apportes en fait, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. On est du coup mandataire administratif et financier pour les dossiers d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire mandataire administratif? Mandataire, ça veut dire qu'on va faire pour le compte du ménage le dépôt de la demande de subvention, donc le dépôt administratif, l'ensemble des attestations et autres documents qu'on doit remettre pour faire la demande de subvention. Nombreux? Non, assez nombreuses. Et mandataire financier, ça veut dire qu'on va percevoir pour le compte du ménage la subvention. D'accord, donc il te délègue en fait il me délègue la tâche d'aller chercher la subvention. Il me délègue le fait de payer les entreprises et de percevoir pour leur compte les subventions. Pour la plupart des subventions, alors comme on va être, sur des projets les subventions de l'État qu'on va percevoir pour lesquelles on peut être mandaté. Il peut y avoir des subventions de collectivités qui vont nous mandater ou non. Ça dépend des collectivités, si on a une convention avec elles ou non. Mais la plupart des subventions, on a quand même un mandat, ce qui nous permet ensuite de faire un prêt uniquement, si le ménage en a besoin, bien sûr, uniquement sur le reste à charge. Donc la différence sur le solde du projet. Et la particularité encore de la structure que je dirige, c'est que la mise en remboursement du prêt ne vient qu'à la fin du projet. Une fois que les projets sont réceptionnés et que le ménage commence à bénéficier de la rénovation et donc à faire des économies d'énergie et à pouvoir rembourser les mensualités. Donc le ménage choisit son projet, fait appel à toi, te délègue en fait l'ensemble des tâches, il se débarrasse de l'administratif, il se débarrasse de l'obtention éventuelle des crédits, etc. Et lui, en fait, il arrive à la fin des travaux, il ne commence à payer que quand les travaux sont finis, c'est-à-dire qu'il bénéficie en fait de l'économie d'énergie telle qu'elle est prévue. Donc il rentre dans un système qui est... Juste mettre un petit bémol, il ne se débarrasse pas de tout ça. Il doit rester impliqué parce que d'abord c'est son projet et que la relation avec les artisans, c'est lui qui va l'avoir tout au long du chantier. Donc il doit se sentir impliqué dans cette relation puisqu'on ne peut pas passer sur le chantier tous les jours parce qu'il va forcément avoir pas mal de choses à vivre aussi dans le cours de son projet. Donc il ne se débarrasse de rien, il reste normalement, c'est ce qu'on leur demande en tout cas, il reste maître de son projet mais il nous délègue une certaine partie des choses, et ce qui est le plus compliqué en fait. D'accord. Et donc, dans cette relation avec les artisans, tu disais que tu venais au début, tu viens à la fin. Et qu'est-ce qui se passe? Un peu au milieu aussi? Oui, on fait des visites de chantier pendant les travaux, de manière à s'assurer que le planning est bien suivi, que les travaux sont faits selon le devis, où on a bien les bons équipements qui sont installés, qu'il n'y a pas de soucis majeurs de qualité dans la pose, et puis surtout pour accompagner le ménage dans sa relation aussi avec les artisans, qui n'est pas toujours facile. Oui, il y a quand même vraiment cette posture d'accompagnateur de l'intime, en fait, et d'accompagnateur de personnes qui ne sont pas formées pour s'assurer qu'ils puissent prendre des bonnes décisions au fur et à mesure. Mais ça doit être sympa aussi du côté de l'artisan, parce que du coup, il a un professionnel en face de lui qui le paye tout de suite en plus. Alors, donc il n'a pas besoin de courir après. Les retours qu'on a souvent des artisans, c'est effectivement l'assurance d'être payé, et notamment pour les ménages les plus précaires. Souvent pour les artisans, ils sont un peu freinés d'y aller, mais quand c'est un établissement public qui les paye, ça change un peu la donne.
On a aussi le retour de cet accompagnement technique que finalement nos techniciens deviennent des experts sur certains domaines et sur justement les domaines un peu pointus de la rénovation énergétique, les interfaces, l'étanchéité à l'air, que les artisans n'ont pas forcément l'habitude de mettre en place, donc ne maîtrisent pas tous. Et donc il y a beaucoup d'artisans qu'on a accompagnés sur des montées en compétences ou pour pouvoir utiliser des nouveaux matériaux, faire de l'étanchéité. Et donc ça aussi, ça les intéresse parce que ils n'ont pas forcément le temps d'aller se former. Ils sont pris par leur chantier. Sortir les ouvriers du chantier, c'est compliqué pour eux. Donc parfois, leur donner un peu d'informations, on ne parle pas de formation, mais en tout cas de leur donner des informations sur les bonnes pratiques, comment les mettre en œuvre et comment réussir les chantiers, ça les motive à faire. Donc ça veut dire que quelque part, même vis-à-vis de l'artisan, ta proposition de valeur, d'accompagnement a une valeur extrêmement forte pour lui, puisqu'il est payé, il est formé, enfin en tout cas informé, accompagné, et puis il est en face de lui des pros comme lui en fait. Oui. Alors il y a aussi, il faut aussi un peu le revers de la médaille. C'est quand même des chantiers qui sont un peu plus compliqués que les autres, qui prennent plus de temps que les autres. Et ça, parfois, pour l'artisan, s'il n'a pas cette motivation à faire mieux et différemment, c'est parfois aussi vécu comme plutôt un frein. Donc on a aussi quelques artisans qu'on sait qu'on ne va pas forcément revoir très souvent sur nos dossiers parce qu'il sait que ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué et ça peut générer un peu d'angoisse aussi auprès des artisans. Donc le chantier est fini, on a fait le barbecue de réception, tout le monde est content, les artisans sont payés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu t'en vas et tu ne les vois plus jamais? Non, on va rester. Non, tu restes encore? Oui, on reste encore. La première raison, c'est que, je le disais tout à l'heure, on va financer des ménages qui sont parfois un peu limites, qui ne seraient pas bankable, comme on pourrait dire. Donc, quand ils vont voir leur financeur habituel, ils n'arrivent pas à obtenir de prêt parce que trop juste financièrement. Nous, considérant que les économies d'énergie sont une ressource, on va les financer. Mais on sait qu'on prend un risque, un petit risque financier sur ces projets si on n'atteint pas nos objectifs. Et si au final les économies ne sont pas atteintes. Donc on va rester pendant 3 ans. 3 ans. Pour vérifier avec le ménage que tout va bien. On fait une première visite 1 an après la réception. On fait le bilan des factures, le bilan du confort. On peut faire un peu d'éco-coaching, rappeler les gestes à mettre en place pour utiliser son logement rénové de manière optimale. C'est un peu dommage d'avoir un logement rénové et puis de faire un peu n'importe quoi au niveau de l'utilisation de l'énergie. Et donc voilà, la première année, on fait une visite. Et puis les 2 années suivantes, on fait juste une analyse des factures, si tout va bien. Et s'il y a des grosses dérives ou des grosses problématiques, on essaye de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est plutôt de l'usage ou plutôt un problème de réalisation? Et si c'est avéré que c'est un problème de réalisation, on essaye au maximum de faire réintervenir, corriger pour réussir à atteindre les objectifs. Donc c'est toi qui vas accompagner le ménage pour déclencher par exemple la garantie décennale ou oui, le risque de malfaçon, ça dépend à quel moment du projet on intervient, mais soit on les accompagne juste en écrivant avec eux les courriers, en leur indiquant effectivement quelle assurance solliciter. C'est pas non plus toujours facile de savoir si on sollicite son assurance, l'assurance des décennales de l'artisan ou une dommage ouvrage si on en a pris une. Donc on va les accompagner. Si ça intervient avant leur réception, on va même le faire pour eux. En fait, on a aussi un mandat pour pouvoir intervenir pour eux. C'est un super service quand même pour le ménage. Mais alors il y a un truc que je n'ai pas compris tout à l'heure. Tu me disais, voilà, j'ai un ménage qui est un peu limite financièrement, la banque ne va pas lui prêter, mais moi je vais lui prêter. Comment c'est possible? Alors, on a une approche du financement qui est assez proche du financement en microcrédit. Donc on va vraiment analyser de manière très fine les ressources du ménage, les charges du ménage pour pouvoir estimer son reste à vivre. Donc ça veut dire que tu enlèves les charges
contrainte, c'est ça? J'enlève toutes les charges qui sont effectivement des charges récurrentes, des charges sur lesquelles l'usager ne peut pas intervenir, ou les charges dont il ne veut pas se séparer, bien sûr. Et par exemple, des abonnements qu'il aurait multiples, mais qu'il nous dit ne pas, enfin voilà, il ne va pas vouloir se séparer de, je ne sais pas, Canal+ ou autre, parce que c'est son petit échappatoire, ou voilà. Donc on va prendre tout ça en compte. Mais par exemple, un gamin qui est dans une école privée, ça, on peut l'arrêter. C'est pareil, souvent c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis c'est pas une volonté. Enfin, on va pas en tout cas révolutionner la façon dont le ménage va gérer sa vie et son mode de financement. En fait, comme il vit. Voilà, on le prend comme il vit. S'il y a effectivement des évidences, notamment pour les ménages qui sont socialement plus en difficulté, ça nous est arrivé de travailler avec des ménages avec une assistante sociale pour les aider justement à mieux gérer leur projet. Donc on fait cette analyse, revenus, on a les charges. On va considérer les économies d'énergie comme un revenu potentiel. D'accord. Et on calcule un reste à vivre. Mais toutes les économies d'énergie ou tu as une marge de sécurité? On a toujours une marge de sécurité. D'abord parce que c'est un calcul théorique au début. Donc de toute façon, dès le départ, on sait qu'on n'est pas forcément très juste. Donc on prend une petite marge de sécurité. Et donc on calcule un reste à vivre de la famille après travaux qu'on va comparer à un reste à vivre limite qu'on juge comme un reste à vivre suffisant pour une famille en fonction de sa composition. Et donc de sa localisation, c'est le même reste à vivre partout? Non, alors en région Hauts-de-France, on n'a pas différencié d'un département à l'autre, par exemple. Alors, mais entre métropole et non, on ne fait pas non plus de territoire. Là, on rentrerait vraiment trop dans la finesse. Il faut quand même qu'on reste, nous aussi, sur des choses pas trop compliquées. D'accord. Et donc ça nous permet de classer le risque, en fait, de notre part de financement. Et pour un ensemble de ménages, le risque est largement acceptable. Donc, on va les financer directement. Et puis, pour les ménages les plus risqués, donc qui sont en score, on appelle ça un score rouge, mais parce qu'ils ont le risque maximum. Là, on va refaire une deuxième analyse où on va regarder avec 4 personnes en commission les possibilités pour mener le projet, soit en réduisant un peu le projet, soit en allant chercher d'autres financements. Donc on va aller chercher dans ce cas-là des partenaires qui vont peut-être pouvoir apporter des financements complémentaires. Je pense par exemple aux fondations privées qui peuvent accompagner les ménages, donc la Fondation Abbé Pierre ou autre. Donc on a des partenariats avec certaines structures qui vont pouvoir nous accompagner, tels que Réseau Ecohabitat, pour des projets très, très particuliers. Et puis on décide si on prend le risque ou pas d'accompagner quand même ce ménage, en sachant que ces ménages qui sont scorés rouges, ce sont souvent des ménages très précaires, pour lesquels la rénovation est un enjeu de vie, parce qu'ils vivent parfois dans des conditions qui sont effectivement assez précaires en termes de confort et de température. Beaucoup se serrent la ceinture et donc ne chauffent pas beaucoup. Et donc leur permettre, en prenant un risque, leur permettre d'avoir cette rénovation, ça leur redonne un confort de vie et pas seulement du confort, mais des fois ça leur redonne juste une appétence à rester, à vivre et à vivre dans un environnement social qui soit bien meilleur. Mais c'est clair que ça permet de rouvrir la porte à des amis, de recréer des réseaux, éventuellement de retrouver un peu de travail. Oui, et quand ce sont des familles avec des enfants, ça leur permet de recevoir des amis. Il y a énormément sur les familles les plus modestes, énormément d'impact sur de la rénovation. Ça a beaucoup d'impact sur la santé aussi, je crois. Alors ça, on ne le mesure pas, mais effectivement, quand on a des maisons de toute façon avec une qualité d'air qui est très mauvaise, parce que mal isolée, mal ventilée, on sait que ça peut avoir un impact assez fort sur la santé, notamment si les habitants ont déjà des problématiques d'asthme ou d'autres qui sont quand même assez récurrents aujourd'hui dans nos sociétés.
Et alors, tout ce crédit, tu le garantis comment alors? Parce qu'on voit qu'il peut y avoir du risque. Alors, j'ai la chance d'être une structure 100% publique. Donc, ma structure de tutelle, c'est la région de France qui est caution. Nous, on ne garantit pas, en fait. On ne demande pas, en tout cas, aux ménages de porter cette garantie. Donc, il n'y a pas d'assurance obligatoire pour le ménage. Et on a, pour faire ce financement, nous, on a un plan Juncker, on a bénéficié du plan Juncker avec la Banque européenne d'investissement qui nous a financé et qui nous apporte aussi une certaine garantie. Et je crois que ton taux de provision sur crédit est extrêmement faible aujourd'hui. aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a 1,2% de nos créances qui sont en nombre, qui sont douteuses. On dit douteuse, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais donc avec des impayés qui ne sont pas critiques, mais qui sont importants. Donc ça reste totalement acceptable, d'autant plus qu'on a aussi là une approche plutôt sociale de notre recouvrement, puisque au premier impayé, on va entrer en contact avec la famille, essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent rembourser cet impayé, ou en tout cas régulariser leur situation au maximum, de manière à ne pas impacter plus les difficultés de la famille. Je crois que ton taux de provisionnement l'année dernière était quasiment à zéro. En fait. Oui, c'est ça. Le taux de provisionnement, donc là, vraiment les créances qui sont quasiment irrémédiablement compromises, on en a eu une. Donc effectivement, c'est très très faible les provisionnements. Parce que pour fixer aussi les idées, tu as fait combien de rénovations l'année dernière? Alors l'année dernière, un peu plus de 300 rénovations, 320 rénovations en maison individuelle. Et on a 20 nouvelles copropriétés qui sont entrées dans le dispositif, qui représentent un peu plus de 2500 logements en collectif. D'accord, donc 2400 à peu près rénovations, oui, c'est ça, à peu près. Sur un total marché de 91 000. Donc à toi toute seule, tu fais 3% du marché. Quoi. Oui. Ce qui n'est pas si mal. Non, ce qui n'est pas si mal, effectivement. Après, c'est vrai qu'on on intervient sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Donc notre territoire de jeu est quand même assez grand et assez peuplé. Il y a quand même beaucoup de monde en région Hauts-de-France. Mais notre volonté n'est pas de traiter l'ensemble du marché, bien sûr. Donc la région Hauts-de-France nous demande de traiter un minimum de 400 logements individuels et 2500 logements collectifs par an. D'accord, donc tu y es quasiment en fait. Des objectifs qui sont mesurés, puisque nous, notre objectif, c'est de faire très bien et de montrer au marché que tout le monde peut faire bien. Et donc de lancer et d'avoir une dynamique qui soit installée, ce qui passe bien sûr par tout ce qu'on fait auprès des artisans, puisque la manière dont ils gèrent les chantiers ou des conventions, partenariats qu'on pourrait mettre en place pour permettre de diffuser nos pratiques au sein du privé, en fait, et des accompagnateurs qui travaillent sur le même mode d'accompagnement. Mais plusieurs fois, tu as cité l'appartenance publique comme étant un élément fort. Donc je crois que les STF sont obligés d'avoir un actionnariat majoritairement territorial public, c'est ça? Oui. Et dans le cadre de ta région Hauts-de-France, on sent qu'elle s'est quand même énormément engagée à tes côtés. Alors, d'abord, le choix de la structure était effectivement un choix fort, puisque dès le départ, ils avaient décidé de créer une régie. Donc 100% public. On n'a pas d'actionnaire privé qui pourrait nous faire changer nos objectifs et en tout cas nous donner des objectifs plus d'atteinte de rentabilité. Donc ça, c'était le premier choix fort de la région. Et puis ensuite, ils ont continué à nous accompagner. Donc ils nous ont doté de fonds qui étaient quand même assez importants au début. Donc, on a quand même 8 millions d'euros pour commencer notre activité, ce qui est assez confortable. Et puis, le fait qu'on soit 100% région, c'est ce qui nous permet de garantir notre prêt auprès de la BEI. Donc, ils nous donnent quand même des facilités de refinancement. Et ça nous permet surtout, puisque ce sont les élus de la région qui font partie du conseil d'administration, qui prennent les grandes décisions d'orientation et de stratégie, ça nous permet de pouvoir continuer à financer les ménages très modestes sur lesquels on prend un risque. D'aller plus loin et de prendre plus de risques
que les structures privées qui pourraient les accompagner. C'est aussi ça la force du service public. C'est de pouvoir, accompagner gratuitement pour toute la partie conseil, choix du programme de travaux, et puis ensuite prendre un peu de risque pour les ménages qui sont les plus précaires, qui n'auraient pas de solution. Et donc, région très présente, très active, très soutenante, mais au-dessus, je crois aussi que tu as beaucoup travaillé avec l'Europe. Oui, alors déjà, grâce à la Banque européenne d'investissement, on a pu démarrer notre projet. On a eu une assistance Elena qui nous a aussi une subvention assez importante pour démarrer le projet. Ensuite, on a participé à plusieurs projets européens pour échanger avec des structures d'accompagnateurs, les one-stop shop, comme on dit dans les termes européens. Donc, on avait eu un premier projet qui était vraiment sur définir quel mode d'accompagnement, comment aider les ménages. On avait travaillé avec la Hollande, la Belgique, l'Angleterre. C'est très enrichissant pour pouvoir justement confronter les pratiques et puis mettre en place les bonnes pratiques qu'on s'échangeait. Et puis, donc on a continué, on a eu plusieurs projets européens. Et puis, ce qui permet d'avoir une culture élargie sur tous ces modes-là. Donc pas seulement de diffuser nos bonnes pratiques, mais surtout d'en prendre aussi quand on peut. Et puis le dernier en date sur lequel on participe, on a deux projets. Alors EUPeers, qui est un projet justement sur les échanges de bonnes pratiques de l'accompagnement, où là on participe en tant que membre de la communauté France. Voilà, membre de la communauté. Et puis un projet qui vient de se terminer, ProRetoro, où pareil, on était plutôt nous membres consultants, où on pouvait intervenir sans être vraiment partie prenante, mais en pouvant échanger assez régulièrement avec les partenaires européens. Et donc tu étais dans le projet Orphée, qui s'est terminé au mois d'avril. Le projet Orphée, donc c'était la constitution d'un centre de ressources pour les sociétés de tiers financement. Ça s'est plutôt pas trop mal passé. Enfin, il s'est passé plein de choses dans ce projet. Le projet Orphée, il a effectivement, il nous a aidé à nous structurer comme une entité en tant que telle, puisque effectivement nous sommes aujourd'hui maintenant 5 sociétés de tiers financement en France. On fait pas tout à fait, on n'a pas les mêmes modes d'accompagnement, on fait pas tous on n'a pas tous le même mode d'accompagnement, surtout sur le financement, puisque certains font du financement direct comme nous, d'autres non. On en parlera dans le prochain Renault Chat, le 5e avec Maxime Langlais d'Octave, donc le Grand Est, justement, qui a un modèle où il ne fait pas de financement, mais il fait partie également mais dans le cadre de ce projet, ça nous a permis effectivement de trouver ce qui nous rassemblait et de travailler notamment sur le cadre de qualité, puisque finalement la pierre angulaire de tout ça, c'est comment on fait un projet de qualité, comment on amène les ménages à la rénovation globale et comment on s'assure que cette rénovation globale, elle est de qualité et qu'elle va atteindre les objectifs. Donc on a travaillé ensemble sur un référentiel qualité qui permet de rassurer tout le monde, de peut-être aller vers de la garantie de performance. Donc ça, c'est le deuxième projet sur lequel on travaille maintenant dans le cadre du projet de l'appel à projet Eau-Réno avec l'ADEME pour allier justement garantie de performance et financement, afin de sécuriser tout ça. Le SPE Hauts-de-France est à la tête d'une association que vous avez créée, je crois. Oui, donc du coup, cette structuration, elle s'est faite aussi par le biais de la création d'une association, donc Séraphin. Alors, je crois que ce sont les services territoriaux de rénovation énergétique, accompagnement et financement. C'est ça. Et c'était un peu loin à dire, donc Séraphin, c'est pas mal. Ouais. Voilà, Séraphin, ça porte bien, c'est assez simple. Donc une association dont les membres sont bien sûr les sociétés de tiers financement, mais aussi nos partenaires historiques. Alors d'abord le Philao Labs qui est une structure qui a porté notamment par le biais de Françoise qui était sur ce canapé, pas celui-ci, mais en tout cas sur le canapé des Renault Chat il n'y a pas si longtemps, parce que c'est quand même un peu grâce à elle que les sociétés de tiers financement existent. Pouget Consultant, qui est un bureau d'études qui, pour toute la partie maîtrise de la qualité, nous a beaucoup apporté. Et Finergie,
qui nous donne un peu ce cachet, pareil, un peu de qualité et de rigueur vers la performance. Voilà, donc un consortium assez ouvert pour porter le développement de la rénovation globale et performante. Et alors, tu le citais tout à l'heure, je crois que tu participes à un projet de création de banque. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi ? Alors, pourquoi? Non, qu'est-ce que c'est? Donc, l'ADEME avait lancé un appel à projet au Réno qui portait sur la garantie de performance et le financement de la rénovation globale. Comme c'était deux sujets qui nous préoccupaient depuis longtemps, bien sûr, on a fait avec un consortium, donc Séraphin et un consortium d'autres partenaires, notamment des partenaires bancaires, une réponse à cet appel à projet pour aller encore un pas plus loin et créer un outil de financement de la rénovation énergétique qui permettrait finalement de lever les freins que nous, on peut avoir en tant que structure toute seule et d'avoir un outil de financement qui permettrait de pallier au déficit bancaire aujourd'hui, au déficit de marché, pardon, pour lequel on a encore des difficultés pour monter des éco-PTZ. Les banques sont un peu réticentes à avoir des volumes importants d'éco-PTZ, à les monter parce que techniquement c'est compliqué. Voilà, l'idée de cet outil Banque de la Rénovation, c'est d'avoir un outil qui simplifie de manière assez importante le recours au financement spécifique de la rénovation pour l'ensemble des projets de rénovation. En grosso modo, réitérer cette promesse que tu as tenue sur le ménage de passer de la complexité à la simplicité, donc de réitérer cette promesse auprès des banques pour les aider à passer de la complexité de la mise en œuvre des différents outils de politique publique de financement vers une simplicité au travers donc d'une plateforme, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Les banques, pour pouvoir... Pour les éco-PTZ, par exemple, elles sont obligées aujourd'hui de former l'ensemble de leurs collaborateurs. Les volumes étant effectivement pas des volumes qui sont très importants, c'est coûteux, c'est compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'appétence à développer l'éco-PTZ chez les banques aujourd'hui. Le faire par le biais d'une plateforme qui permettrait finalement de reposer toute la partie complexité technique dans un autre endroit mais que la banque puisse y avoir accès, ça leur permet effectivement d'être partie prenante de cet outil de financement et de continuer d'accompagner toujours au mieux leurs clients. Parce que l'idée, c'est qu'elles puissent aussi orienter leurs clients vers des projets de rénovation globale avec des solutions simplifiées de financement, ou bien que les accompagnateurs, donc les sociétés de tiers financement ou d'autres, puissent orienter leurs clients vers la banque qui pourrait, via cette banque de la rénovation, financer leurs projets. Oui, donc chacun bien dans son métier, coordonné dans un ensemble. C'est ça. Et avec le cadre de qualité qui permet de qualifier la rénovation qui a été faite et de s'assurer qu'elle rentre bien dans les critères de l'ensemble des conditions nécessaires pour avoir un financement le moins risqué possible, tout en suivant les conditions législatives quand elles sont législatives ou juste de risque. Eh bien, bravo pour tout ça. Quel boulot, quel boulot. Est-ce que tu avais un vœu à faire pour des la vœux, suite? on en a toujours plein. Le premier qu'on fait, je crois, tous les ans, c'est que les contraintes et notamment la stabilité des aides, la stabilité des dispositifs de financement régulés comme l'éco-PTZ, pour qu'on puisse enfin être sur un rythme de croisière plutôt que d'avoir toujours des stop and go ou des virages à 90 degrés. Voilà. Donc c'est un vœu qu'on fait tous les ans et qu'on va continuer à faire parce que c'est très impactant pour nos structures de devoir sans arrêt chaque année retravailler sur nos process parce que les aides ont changé, etc., etc. Donc ça, c'est je crois savoir que tu es très écouté par la puissance publique et qu'à ce titre-là, je pense que ce vœu sera porté avec puissance et efficacité. Je ne sais pas si je suis très écoutée, j'aimerais bien.
En tout cas, on essaye de leur dire, mais malheureusement, on est aussi dépendant de plein de choses qui sont un peu au-delà des structures avec lesquelles on travaille, puisque nous, on travaille beaucoup avec les services et les structures, mais que parfois, ce sont les élus qui décident, et là, on ne maîtrise plus grand-chose. Eh bien, merci pour tout ça, Alice. Merci, Sébastien. Donc, nous avons reçu aujourd'hui Alice Morcrette du service public de l'efficacité énergétique des Hauts-de-France, donc une structure qui est une société de tiers financement possédée et accompagnée par la région des Hauts-de-France, qui est fortement à ses côtés. Cette structure est une société de tiers financement, c'est-à-dire qu'elle allie le faire avec le financier, elle pilote l'ensemble de la relation avec le ménage. Elle pilote ensuite l'ensemble du projet avec un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Et cette efficacité opérationnelle, cette qualité de la prestation permet donc de mettre en place des financements apportés par l'Europe pour une partie. Et ces financements, aujourd'hui, même sur des clientèles difficiles, risquées, modestes, très modestes, qui peuvent avoir, qui plus est, des accidents de vie, ces financements aujourd'hui ne produisent somme toute que très peu de provisions, très peu d'élévation de risque par rapport à ce qu'on sait faire d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, cette alliance du faire et du financer fait qu'à tout moment, le financement, lui, est rattaché à quelque chose qui est très opérationnel, qui est l'économie d'énergie, qui est le confort du ménage, qui est sa capacité à évoluer dans un environnement qui va être sain, d'avoir un intime dans lequel il va pouvoir se réfugier et qui, en même temps, il va pouvoir ouvrir aux tiers, à ses amis, aux amis de ses enfants, et donc être pleinement en relation avec les gens qui l'entourent. Moi, je voudrais quand même saluer tout le boulot que tu as fait, parce que tu as été la première vraiment à aller explorer ces différents nouveaux sujets. Je crois que ce qui est fait dans le cadre des sociétés de financement, en plus, est extrêmement important parce qu'il préfigure ce que la banque de demain va devoir faire, à savoir rapprocher le faire et le financer, et de mieux en mieux comprendre ce qui sous-tend en fait les actions des différentes organisations qui seront accompagnées dans le terme de financement. Un grand merci à toi. Merci à toi. Je reprends quand même un petit peu. J'accepte N'hésite pas. beaucoup tes applaudissements. Quand je dis tu, c'est toutes tes équipes. Voilà, c'est ce que je voulais dire, voilà. c'est que c'est pas moi, personnellement, c'est effectivement une équipe qui a bien grossi. C'est mon prédécesseur qui était Vincent Pibouleux qui avait tout fait pour que ça démarre très rapidement et qu'on puisse effectivement être efficace rapidement. Donc voilà, et puis c'est ta région. Et c'est la région qui nous accompagne effectivement. Donc voilà, c'est pas... un chapeau à toute mon équipe. J'espère qu'ils nous regarderont. Merci. Et à très bientôt pour le 5e RénoChat, où nous recevrons donc Maxime Langlais, patron d'Octave, qui est également une société de tiers financement, la société de tiers financement de la région Grand Est, qui lui a déployé un modèle d'accompagnement sans financement. Et donc on parlera en particulier de ces liens de partenariat avec les banques de sa région pour pouvoir accompagner donc ses clients. Merci et à très vite.